Bonsoir, nous sommes le lundi 30 novembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal comme chaque jour. Votre actualité locale accompagnée des journalistes de la rédaction ainsi que de nos invités. Tout de suite, les titres de cette édition. Les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, sont arrivés à Versailles samedi après-midi. Plus de 300 zadistes ont investi la place d'Armes située au pied du château. Ils dénonçaient la tenue de la COP21 et toujours la construction de l'aéroport sur des terres agricoles. La 31e campagne des Restos du Cœur s'ouvre aujourd'hui. Nous en parlerons en plateau avec notre invité, alors qu'en France, l'association servira plus d'1 million de repas. Et enfin, le rétro gaming, cette passion des jeux vidéo d'antan continue à fédérer. À Maurepas, une exposition lui est dédiée. Ce sera l'objet de notre chronique culture en fin de journal. Et enfin, vous l'aviez peut-être remarqué, samedi matin, le souterrain réservé au passage des bus passant sous le centre-ville de Montigny-le-Bretonneux a été fermé à la circulation, et cela en raison d'un exercice de sécurité réalisé par la communauté d'agglomération, le SDIS et la SNCF. Le test simulait un faux incendie sur une voiture. Une douzaine de personnes étaient mobilisées. La gare SNCF, située au-dessus, a été évacuée en 5 minutes, comme cela se ferait dans une situation réelle. Un exercice qui s'est déroulé sans accroc, mais la vigilance est renforcée en raison des attentats de Paris du 13 novembre dernier, comme nous l'explique Arnaud Dansat, responsable de la sécurité des bâtiments pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines autant de surveillance qu'auparavant, qui était déjà renforcée. On a depuis très récemment là, des services de l'armée qui viennent renforcer, faire des rondes. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, on avait renforcé la sécurité, notamment en soirée, sur les périodes où on avait le plus d'effectifs, ou du moins le plus de public. Donc les effectifs sont dimensionnés correctement. Et vous le savez, depuis hier, la COP21 a commencé. Samedi, des touristes et des visiteurs du château de Versailles ont eu une drôle de surprise. Un convoi de près de 400 personnes s'est rassemblé devant le château de Versailles. Ce rassemblement pacifique, avec notamment des zadistes opposés au projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, voulait montrer son opposition à la COP21. Nous y étions, regardez. Ils ont marché sur la place d'Armes avec des vélos et des tracteurs. Samedi, en début d'après-midi, ils étaient plus de 400 à rejoindre le convoi qui s'est installé devant le château de Versailles. Venus de Dijon, Agen ou Bure, de nombreux militants contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des zadistes de toute la France ou des sympathisants sont venus pour apporter leur soutien. On est venu accompagner l'équipe qui est venue en vélo là, de Notre-Dame-des-Landes. Et on est de cette région là-bas. Et on est toujours à travailler contre cet aéroport. On n'en peut plus, mais on tient. Je fais partie des gens qui ont déposé la manifestation de la ZAD sur Paris, en fait, qui devait passer de la porte d'Orléans à Denfert-Rochereau, où le banquet devait être organisé. Et donc, on a eu une interdiction formelle de le faire. Donc, c'est complètement naturel que je vienne là sympathiquement. À la veille de la COP21, le convoi devait se rassembler à Saclay, puis finalement à Versailles, afin de montrer pacifiquement leur mécontentement au gouvernement français et étranger. Une démonstration pour dénoncer selon eux l'hypocrisie liée au sommet sur le climat organisé en France. Les raisons qu'on a de douter des résultats de la COP, elles sont là. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas besoin d'attendre le dernier jour où on nous bricolera un petit quelque chose avec des bouts de ficelle pour dire regardez comme on a bien travaillé. C'est-à-dire qu'on va faire des discussions de salon qui vont mobiliser 40 000 personnes, qui vont durer 15 jours, 195 chefs d'État, etc. pour des cacahuètes. On a eu l'autorisation avec notre convoi qui est parti de Notre-Dame-des-Landes il y a une semaine. On a eu l'autorisation de circuler en Yvelines. Donc voilà, on est venu jusqu'ici parce que c'est un bel endroit pour faire un banquet. Nous, notre propos, elle est toujours valable. C'est-à-dire qu'on vient pour dénoncer l'hypocrisie du gouvernement et des gouvernants en général qui prétendent régler les problématiques climatiques mais qui en même temps planifient des infrastructures imposées et nuisibles comme l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Encadrés par un important service de sécurité, les militants anti-COP21 ont partagé un banquet contre ce qu'ils appellent la Grande Mascarade. Une situation symbolique et insolite au château de Versailles qui s'est achevée dans le calme.
Et alors que la COP 21 a débuté hier au Bourget, de nombreux mécontentements se font entendre, et pas seulement à Versailles. À Paris, dans l'après-midi, des violences ont éclaté place de la République. C'était hier. Plusieurs dizaines de manifestants encagoulés et vêtus de noir ont jeté des bouteilles en verre contre les CRS. Le rassemblement avait été interdit. À Paris, plus de 300 interpellations ont eu lieu. Et nous passons à présent à tout autre sujet. Nous accueillons au plateau Henri Fall. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable des manifestations des Restos du Cœur dans les Yvelines. Alors vous êtes avec nous donc pour parler des Restos du Cœur qui fêtent, malgré eux, si on peut le dire, leurs 30 ans, mais aussi leur 31e campagne d'hiver. Alors Henri Fall, que signifie cet anniversaire pour les Restos du Cœur qui étaient censés justement avoir une action ponctuelle, qui n'était pas censée fêter leurs 30 ans? C'était, oui, l'idée première, c'était pas de vivre 30 ans pour les Restos du Cœur, c'était de dépanner, et sur plutôt le court terme, des gens qui étaient dans la pauvreté et le besoin. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que, alors qu'au début, on a dû servir 50 000 repas, maintenant, on en a servi au niveau national 130 millions. Donc et d'une année sur l'autre, on continue. On ne voit pas ni de récession. Cette année, pas d'augmentation, pas de récession. Toujours les mêmes qui viennent nous voir. Alors le nombre de bénéficiaires augmente chaque année, malheureusement. Nous sommes justement allés à l'antenne locale de Bois d'Arcy. Nous avons rencontré une de vos bénéficiaires un de vos bénéficiaires qui a accepté de s'exprimer. Je vous laisse la regarder. J'ai eu un week-end où j'ai pas mangé du tout parce que j'avais rien. Donc voilà, donc là, de venir ici, ça nous fait du bien parce qu'on peut manger. On n'est pas obligé d'attendre après les services sociaux parce que les services sociaux ne veulent rien faire. Là, ils vont m'aider aussi pour tout ce qui est niveau courrier, au niveau du maire, au niveau des services sociaux, au niveau du tribunal. Donc tout ça, ils sont en train de m'aider. Et franchement, on sent bien qu'il y a un soutien, que dans les services sociaux, on devrait y aller, où il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Il y a de plus en plus de personnes, Henri Fall, qui sont concernées, justement. Est-ce que vous voyez arriver, par exemple, des jeunes, des étudiants qui ne venaient pas il y a, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans? On voit de tout. Donc les grands groupes, c'est toujours les mêmes, quoi. Les grands fléaux, c'est le chômage et puis le manque de logement. Et alors, suivant la région, ça peut être plus des retraités, des petits retraités, vous savez, les retraites n'augmentent pas et au bout d'un moment, ça doit tirer un peu la langue. C'est aussi des jeunes, des moins de 30 ans. La dame qui parlait avait l'air relativement jeune. Et donc, on a toutes les franges de la population, tous les âges, avec beaucoup de femmes avec des bébés seuls. C'est la grosse augmentation qu'on a eue sur le nombre de bébés. C'est-à-dire, il y a 5 ans, on donnait à manger pour à peu près 300 bébés. Cette année dernière, on a fait 600 bébés. Et dans les Yvelines, dans les Yvelines, oui, que dans les Yvelines. Et donc, il faut des petits pots, il faut des couches, il faut du lait. Le lait, c'est très cher. S'il y a une boîte de lait, c'est 17-18 €. Et donc, il faut les sortir, quoi, pour une maman qui doit payer son loyer et qui tire un peu. Vous avez adapté un peu vos actions, vos façons d'accueillir justement ces bénéficiaires en fonction, peut-être des mères célibataires ou justement des étudiants, comme ça se fait par exemple en France, où on va élargir les horaires pour que les étudiants puissent venir plus facilement? Donc on a un projet. D'abord, pour les mamans avec les bébés, on a ouvert 2 centres dédiés bébés à Rambouillet et à Poissy, où elles peuvent s'exprimer plus librement, quoi. C'est que des dames avec leurs bébés et avec du côté des bénévoles, des infirmières et des gens qui peuvent leur donner des conseils. Pour les étudiants, il faut ouvrir plus tard, le soir, ou ouvrir le samedi ou le dimanche. Donc c'est une réflexion, mais pour le moment, on n'a pas encore réussi à trouver les bénévoles qu'il faut, parce qu'il faut une deuxième équipe de nouveaux bénévoles pour accueillir ces étudiants. Alors en parlant de bénévoles, justement, en 1985, ils étaient 4 500. Aujourd'hui, ils sont près de 70 000 bénévoles à œuvrer pour les Restos du Cœur. Nous en avons également rencontré justement à la locale de Bois d'Arcy. Je vous propose d'écouter leur témoignage. La plus grande partie des gens sont des personnes qui sont contentes et reçoivent notre aide, si je puis dire, de manière extrêmement simple. Et nous avons des retours, quelquefois nous avons des personnes, par exemple, qui nous font des gâteaux, qui nous amènent des boîtes de gâteaux. Alors nous, on leur donne de la farine pour les aider et bilan, ils nous font des gâteaux.
Alors il faut renouveler tout le temps justement les bénévoles. Il y a un appel aux bénévoles qui est fait régulièrement. Oui, 150 personnes, c'est ça par an? à peu Pour la près, locale, oui. Sur les Yvelines, on a 900 bénévoles et il y en a à peu près 150 qui partent tous les ans et il faut qu'il y en ait 150 qui arrivent si on veut maintenir notre rythme et le soutien à nos bénéficiaires et aux personnes en état de pauvreté. Parce que ce qu'il faut bien voir, les Restos du Cœur, c'est pas que de l'alimentaire. Les Restos du Cœur, c'est accueillir, comprendre le problème et essayer de traiter le problème avec les personnes. Donc on fait du microcrédit, on fait du conseil avec des avocats. On a une convention avec le barreau de Versailles. On fait de l'informatique parce que si vous êtes en recherche d'emploi, il faut pouvoir avoir un ordinateur, taper, se connecter à Pôle emploi, etc. Oui, c'est vrai que peu de gens le savent, mais en fait, les Restos du Cœur ont beaucoup d'autres activités. Il y a aussi de l'aide au logement et de l'aide à la réinsertion sociale. Du coup, vous faites appel à des bénévoles spécifiques pour justement aider les bénéficiaires dans ces démarches? Pour l'insertion sociale, oui, c'est quand même un métier très différent que de donner de la nourriture. C'est remettre dans la voie de l'emploi des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Donc on a 2 centres d'insertion, un à Plaisir et un à Aubergenville, c'est-à-dire plutôt au sud du département, plutôt au nord du département, où ils font de la rénovation d'ordinateurs. Enfin, le vrai but, c'est pas de rénover des ordinateurs, c'est de rénover les personnes, quoi, et de faire en sorte qu'ils reprennent confiance en eux, ils arrivent à l'heure, ils partent à l'heure, et qu'ils se remettent dans une attitude de travail. On a l'impression, les Restos du Cœur ont un rôle très important aujourd'hui dans la société française. C'est une entité vraiment reconnue pour les Français. Ils se substituent parfois peut-être au rôle du gouvernement ou alors ce que l'État pourrait faire. Nous avons justement demandé aux Saint-Quentinois s'ils pensaient que les pouvoirs publics se reposaient trop sur les Restos du Cœur. Regardez leur réponse. J'estime que quand même l'État pourrait faire un effort pour les Restos du Cœur. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que tous les ans, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Alors où va-t-on aller? Les Restos du Cœur, c'est bien, c'est une chose, mais les taxes, les aides, c'est pas mal aussi. Donc quand on voit surtout les montants et les salaires qui touchent, franchement, je trouve que des fois, c'est un peu abusé. Je ne sais pas si c'est la mission de l'État pour l'instant, vu les temps qui courent. Je pense que ce serait bien que le gouvernement s'occupe, je sais pas, du chômage, de la dette publique. Que nos impôts soient bien utilisés. Et puis et pourquoi pas pour les gens qui sont en difficulté, surtout dans des périodes comme ça. Je pense plutôt que c'est à la masse de la population de s'entraider et donc de participer à ce genre de choses. Comme il y a 30 ans, Coluche l'avait fait. Hein. Alors Henri Fall, justement, est-ce que les Restos du Cœur, selon vous, se substituent un peu au gouvernement? Ou est-ce que c'est une solidarité qui doit être mise en place? Oui, non. Le gouvernement aide. La loi Coluche fait que chaque fois que quelqu'un donne 100 € au Resto du Cœur, il peut déduire 75 de ses impôts. Et Coluche, ça, c'est bien l'État qui paye. Elle permet de 75, bénéficier d'une réduction d'impôts sur des dons à des associations. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est bien l'État qui paye. Et alors, le gros avantage de passer par les Restos du Cœur, c'est qu'il y a un effet multiplicatif. C'est-à-dire qu'au lieu, si l'État donnait cet argent directement aux gens, ils auraient ce que l'État a donné. En passant par les Restos du Cœur, et avec tous les bénévoles qui travaillent sur les Restos du Cœur, ça multiplie l'effet à un facteur à peu près de 4 à 5. C'est-à-dire les 100 que donne l'État pour aider réduire la pauvreté deviennent 400, 500 grâce aux Restos du Cœur et au travail de tous les bénévoles. Vous faites donc appel aux bénévoles, vous faites également appel aux donateurs, parce que tout le temps on a besoin justement de forcément d'argent pour mettre ces choses en place. Je crois que c'est 44% des ressources des Restos du Cœur au niveau national viennent des dons des particuliers. Donc c'est extrêmement important, quoi. C'est presque la moitié de nos ressources. Une dernière question, les Restos du Cœur souhaitent également, c'est un peu votre nouveau cheval de bataille, étant donc la loi Coluche qui permet de bénéficier donc d'une réduction d'impôts sur des dons à des associations fournissant des repas à des personnes en difficulté. Alors pour que les agriculteurs puissent par exemple donner leur lait invendu ou peut-être la viande, qu'en est-il? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une discussion au niveau national parce qu'on sent bien quand même qu'il y a du gaspillage, enfin qu'il y a de la surproduction, que cette surproduction, est-ce qu'on est sûr qu'elle va au bon endroit ou est-ce qu'elle est... Et donc l'idée de notre président, d'Olivier Berthe, c'était de faire en sorte que les agriculteurs, quand ils donnent de l'aide alimentaire, puissent déduire de leurs impôts de la même façon que les particuliers déduisent de leurs impôts quand ils donnent au Resto du Cœur.
Ça s'est fait pour le lait, donc pour la filière lait, parce c'est assez compliqué. Il faut à combien coûte le lait, combien on subventionne, combien ils peuvent déduire d'impôts. Pour le lait, ça a marché, mais c'est le seul endroit où ça a marché. Et sur la viande, ça achoppe. Donc on n'a pas réussi. Merci beaucoup Henri Fall d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors je le rappelle en quelques chiffres, les Restos du Cœur, c'est 128,5 millions de repas distribués, 950 000 personnes accueillies et près de 70 000 bénévoles. Et nous passons maintenant à un autre sujet. Comment l'environnement impacte-t-il notre santé? C'est la Mutualité française qui donne la réponse en organisant des ateliers nesting, une action préventive à la Verrière pour informer sur les polluants de l'habitat. Regardez ce reportage signé Fanny Bourdillon. Les ateliers nesting, apparus en 2009 en France, se développent de plus en plus. Mais en quoi consiste-t-il exactement? Afin de protéger la santé d'un nouveau-né, on lui crée un environnement intérieur sain. Et pour découvrir ces techniques, la maison de quartier de La Verrière a organisé un atelier en partenariat avec la Mutualité française et l'association WECF. On commence l'atelier en faisant un tour des polluants de l'habitat pour que les personnes puissent prendre conscience que chacun au sein de son propre habitat a ses propres polluants. Et ensuite, on travaille concrètement avec des produits sur table. On prend ces produits, on regarde les étiquettes, on regarde les pictogrammes de danger, on regarde les labels, on regarde les compositions des produits pour nous apprendre à identifier les polluants qui sont cachés dans ces produits de consommation courante, apprendre à les identifier pour mieux les éviter et mieux protéger sa santé. L'occasion pour les femmes de ce quartier de s'informer sur les produits les moins nuisibles à la santé. Des pratiques d'hygiène à modifier, car elles ont aussi découvert que la pollution intérieure est la plupart du temps invisible. Un tapis tout neuf, il n'est pas polluant. Si, il est polluant parce qu'il est neuf, il y a des denrées à l'intérieur et qui font que des fibres qui sont polluantes. Donc, bien sûr, on ne peut pas tout supprimer, mais savoir au moins que quand on déballe, par exemple, un nouveau meuble, il y a de la pollution, il y a les vernis, il y a tout ça qui sont dans le meuble en question. Si on peut le mettre un peu sur le balcon avant de le mettre dans la maison, c'est mieux. Mobilier, produits du quotidien et bricolage présentent des risques ou se révèlent dangereux pour la santé. Et les bébés sont les plus vulnérables face aux effets des polluants chimiques. Et nous continuons à parler santé, mais avec une pièce de théâtre. Donc c'est une pièce qui tourne depuis maintenant 15 ans. Elle a été jouée la semaine dernière à Elancourt. Tranche de vie sur ordonnance, interprétée par la compagnie Entrée de jeu, est une représentation qui traite de l'usage des médicaments. Une comédie qui se penche tout particulièrement sur la consommation des Français et leur rapport avec leur pharmacie. Cette pièce est assez particulière puisque participative, elle intègre les spectateurs au spectacle en les invitant à monter sur scène. Un reportage signé William L. et Patrick Jacques de Dixmude. Tu sais, l'armoire à pharmacie, c'est comme la mémoire de la famille. Oui. Avec tous ces petits craquins. Avec une consommation de 48 boîtes de médicaments par an, les Français font partie des plus gros consommateurs d'Europe en la matière. Tranche de vie sur ordonnance, c'est le nom de cette pièce qui remet en question notre relation entretenue avec notre pharmacie. Une comédie qui casse certaines idées reçues. Il y a du progrès à faire par rapport à nos comportements, puis d'être responsable. Il faudrait éviter ce réflexe de surconsommer et d'aller, comme on a la chance d'avoir un système de sécurité sociale qui fonctionne encore pas mal, les gens achètent des médicaments parce qu'ils disent oui, je peux me rembourser, donc ça va. Surconsommation, automédication ou médicaments génériques, autant de thèmes abordés lors de cette pièce assez particulière, puisque le public est directement mis à contribution. Ce qui est bon pour un est plus bon pour l'autre. Et même invité à monter sur scène. En fin de compte, ce n'est que le reflet de notre vie. Un peu bobolande, médicaments stockés, surconsommation, automédicaments. C'est le quotidien. Le fait d'en parler, c'est bien, et puis d'avoir fait rigoler les gens, si ça peut faire transporter le message, c'est barbant un régime. Mais il faut savoir le faire. Mais je trouve que, en fin de compte, de diminuer les doses plutôt que de tout supprimer, c'est une bonne solution. Je pense que c'est plus ludique. Je pense aussi qu'ils retiennent mieux dans le fait où ils ont participé eux-mêmes. C'est pas quelque chose de didactique. C'est pas quelqu'un qui leur a dit on fait comme ci, on fait comme ça. C'est moi je suis allée sur scène et j'ai fait telle et telle chose. Destinée aux seniors, Tranche de vie sur ordonnance, une pièce interactive qui apporte des conseils en poussant le public à s'interroger lui-même sur sa propre consommation.
Une manière de placer le spectateur en acteur et sujet principal de la pièce, avec un seul objectif, favoriser un bon usage des médicaments. Et comme chaque lundi, nous retrouvons Sephora Namani pour la chronique culturelle. Bonsoir Sephora, si je ne m'abuse, on va parler jeux vidéo ce soir. Exactement, un peu de culture alternative pour changer. Alors il y avait une exposition toute une semaine qui était consacrée à la médiathèque Le Phare de Maurepas, au rétro gaming, toute l'histoire des jeux vidéo des années 1950 jusqu'aux consoles contemporaines avec la Wii ou la Xbox 360. Marie-Josée Laroche, directrice de la médiathèque, nous explique son attachement à cette exposition. Tout d'abord, on a mis en place un prêt de jeux vidéo à la médiathèque en 2009. Donc, on a été une des premières médiathèques à prêter des jeux vidéo. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est aussi un objet culturel. Il a aussi sa place dans la médiathèque parce qu'il a sa place dans beaucoup de familles en France. Je crois qu'on est pratiquement... les dernières statistiques que j'ai vues en 2013, on est à 38 millions de joueurs. Beaucoup de jeunes, mais pas uniquement. Une femme sur deux est joueur. Donc, cette présence dans les familles fait que, forcément, les médiathèques suivent aussi cette évolution culturelle. Donc, au sein de cette exposition étaient présentées des pièces de collection, comme les premières bornes d'arcade, ou encore certaines des premières consoles de salon, comme la Master System, qui date de 1985, le GameCube des années 2000, en passant par la Mega Drive, la Nintendo 64 et les premières PlayStation. Aurélien Rello, responsable des jeux vidéo de la médiathèque, nous présente la pièce maîtresse de l'exposition. Alors, c'est une borne d'arcade qui possède 60 jeux, donc en crédit illimité pour le coup, qui a été un peu débloqué, on va dire. Donc elle possède des jeux comme Donkey Kong, comme Galaga, Space Invaders, donc Pac-Man, donc des jeux hyper connus, en plus d'autres qui le sont un peu moins. Voilà. Donc il y a 60 jeux en illimité. C'était le premier jeu vidéo pas portable, en tout cas les premières bornes qu'on avait dans les bars en fait, en Californie. Alors on l'a vu à l'image, là c'était presque une antiquité, mais le jeu vidéo s'est beaucoup développé ces dernières années. Alors il y a différents supports comme la PlayStation 4, la Xbox 360, la i ou encore la Kinect, et tout le monde y joue. Oui, vous avez presque plus d'un foyer sur deux en France qui est équipé d'une console, puis vous avez également tous les jeux vidéo sur support dématérialisé comme sur les ordinateurs et sur les smartphones. On remarque également un développement au niveau du graphisme. On peut vraiment considérer que le jeu vidéo fait partie de l'art aujourd'hui, et les sujets traités se sont également diversifiés avec les Serious Games pour sensibiliser le public aux sujets comme l'écologie ou la politique. Alors quelques chiffres quand même. Le jeu vidéo, c'est la deuxième industrie culturelle en France. Elle a généré presque 3 milliards d'euros en 2014 avec 35 millions de gamers réguliers, dont 44% de femmes. Et une autre info étonnante, en 1999, l'âge moyen des joueurs était de 21 ans alors qu'aujourd'hui, il est à 35 ans. Ce sont des chiffres étonnants parce que malgré en fait la démocratisation des jeux vidéo, ils ne bénéficient pas forcément d'une bonne publicité. Ils sont parfois un peu violents. Exactement, c'est vrai qu'on a vraiment en tête l'idée que le jeu vidéo est particulièrement violent et ça peut faire peur aux parents malgré la classification PEGI déjà existante qui oriente l'utilisation des jeux vidéo suivant des classes d'âge. Alors on a les moins 12 ans, les jeux pour moins de 16 et moins 18. Et il y a même certaines classifications qui commencent à apparaître pour les moins de 3 et moins de 7 ans. Et les jeux vidéo forment pourtant des leviers d'apprentissage. Donc c'est vraiment dommage. Vanessa Lalo, justement, psychologue numérique et spécialiste des jeux vidéo, a organisé une conférence samedi à la médiathèque. Nous sommes allés la rencontrer, elle nous en parle. Alors les jeux vidéo, c'est un formidable levier, ne serait-ce qu'en termes de communication. Ça crée beaucoup de liens sociaux. Les jeunes jouent beaucoup avec des jeux et ils ont envie d'en parler. Donc ça permet aussi de mettre des mots, de synthétiser des informations, de développer intellectuellement aussi d'autres types de messages. Parce que quand on parle d'un même objet en commun, on n'est pas tous d'accord sur ces objets-là. Donc ça crée du débat. Si on veut aller là où sont les jeunes, c'est surtout ça qui va être important. C'est d'exploiter finalement leur code, de comprendre comment ils jouent, à quoi ça leur sert, pour pouvoir justement cadrer après de manière cohérente en fait ce que l'on souhaite faire. Alors vraiment, comme vous l'avez compris, elle invite tous les parents à venir découvrir l'univers des jeux vidéo et à jouer avec leurs enfants parce que les jeux vidéo sont très importants au-delà du lien social qu'ils permettent pour développer la concentration, la mémorisation, l'attention, la stratégie. Également, ils accentuent la précision psychomotrice, la capacité visuo-spatiale, l'abstraction spatiale également. Donc autant de bonnes raisons pour s'adonner à la pratique des jeux vidéo, que l'on soit enfant ou adulte. Est-ce que ça vous donne envie, Florane ? Eh ben, ça me donne envie
peut-être de m'y remettre, même si c'est très chronophage et que ça prend du temps, parce que moi, de toute façon, mes jeux préférés, ce sont les jeux de sport. Et justement, on va parler sport pour finir ce journal. La transition est toute trouvée. C'était le choc de cette 7e journée de promotion d'honneur. Le ski à rugby, 2e du championnat, recevait le leader Clermont au stade du Bout des Clos de Maurepas. Un match qui a tourné à l'avantage des Yvelinois. Le score 27-20. Le résumé signé Mickaël Elmidero et Mélanie Poquet. Le choc de la 7e journée de promotion d'honneur a tourné à l'avantage du Sky Rugby. Les Verts et Bleus, 2e du championnat avant la rencontre, l'ont emporté avec difficulté contre le leader de la poule Clermont à domicile. Le score est serré 27-20. C'est un match très compliqué qu'on a bien entamé. Donc malgré qu'on ait pris un essai, on a réussi à enchaîner tout de suite, prendre le score, ce qui les a fait se pousser à la faute, prendre des cartons. Et du coup, on a pris le score et c'était difficile pour eux d'essayer de recoller au score tout le match. Les Saint-Quentinois dominateurs en première période ont dû s'employer après la pause pour garder l'avantage au score. Le duel a été intense jusqu'au bout. Clermont a réussi à marquer une pénalité et un drop pour revenir à 7 points des Yvelinois dans les 5 dernières minutes. Deuxième mi-temps un peu plus difficile, pourtant on avait le vent dans le dos, on n'a peut-être pas su gérer comme il fallait, mais on a pris quelques points, on a réussi à garder le score pour nous et voilà, à la fin ça finit bien, quoi. Tant mieux. Avec cette victoire, le Sky Rugby reprend la tête du classement avec un bilan de 6 victoires en 6 matchs. Les Saint-Quentinois sont premiers avec 24 points, un de plus que leurs adversaires du jour. On veut fixer comme objectif d'avoir 100% de victoire. Pour l'instant, on y est. Et si on veut remplir notre objectif qui est de monter en division d'honneur, on est obligé de tout gagner. Donc on devait se gagner pour justement passer premier. Donc maintenant, les premiers, c'est nous. Et à eux de venir nous chercher. Pour rester premier et continuer à rêver de la montée, le Sky Rugby affronte le dimanche 6 décembre Rosny-sous-Bois à domicile. Et on les félicite, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mickaël Elmidero pour un nouveau numéro du 7-8 Sport. Pour ma part, je vous laisse. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition du 7-8 Journal. Très bonne soirée.